Je vais oublier. Voilà qui est fait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur cette, je crois, cinquième opération terrain, le rendez-vous mensuel des secouristes de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche, de l'Ordre de Malte, la 2F2S, de l'UNAS. On est toujours ravis de vous rencontrer. On va pouvoir se présenter, comme d'habitude, toujours les mêmes qu'on ne présente presque plus. Diapo suivante, s'il te plaît, Daniel. Ah, bouge pas. Voilà. Toujours les fidèles au poste. Daniel Méran, médecin et conseiller national à la Croix-Rouge française. Moi-même, responsable pédagogique à la Croix-Rouge française. Julien, infirmier national et membre de l'équipe pédagogique nationale. Et puis Manori, formateur national au premier secours. Julien et Manori se chargeront de répondre enfin de prendre, pardon, toutes vos questions que vous pouvez poser dans la partie Q et R, donc comme questions et réponses. Vous les posez ici et on les prend. Et à la fin, on aura un temps de questions-réponses animé par Julien et Daniel pour pouvoir vous apporter toutes ces réponses. N'oubliez pas d'utiliser les sous-titres si vous en avez besoin, si vous le pouvez. Vous avez les deux C, c'est marqué afficher les sous-titres. Vous cliquez dessus et on va essayer d'articuler et parler fort pour que Zoom comprenne bien ce que l'on dit. Et puis, comme je l'ai dit, hein, c'est notre rendez-vous mensuel, c'est votre rendez-vous pour parler de secourisme. Diapo suivante, s'il te plaît, Daniel. Pour revoir les bases, approfondir ses connaissances théoriques, pratiques et surtout ne plus se dire si j'avais su, parce que grâce à Daniel, vous saurez tout, ou presque. Je ne mets pas du tout la pression. Et diapo suivante. Et juste pour vous dire merci, merci aux 500 formateurs, qu'ils soient formateurs PSE, formateurs PSC ou formateurs de formateurs, qui étaient présents au campus les 13 et 14 janvier. 500 personnes, ça a été un des plus grands rassemblements de la Croix-Rouge au campus de Montrouge. Prochaine édition au mois de février. On a hâte de vous rencontrer au mois de février si vous venez. Et puis, si vous faites des entraînements, dites-nous sur le chat quelles pratiques vous mettez en œuvre dans vos structures pour maintenir vos compétences et profitez-en de ces opérations terrain, par exemple, pour en faire un rendez-vous mensuel, se retrouver autour d'une pizza, autour d'une crêpe, autour d'un cola ou autre soda, et puis en profiter à la fin de la visio pour s'entraîner peut-être sur des techniques, sur des gestes qui auront été abordés, notamment sur cette thématique. Vous allez voir, on va vous donner quelques petits trucs et astuces. Maintenant que j'ai parlé, je pense que je peux laisser la parole à Daniel pour débuter la visio. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour à tous. Et puis bonne année, parce que finalement, le mois de janvier n'étant pas terminé, on peut encore souhaiter bonne année à tous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup d'activités en équipe. Et puis que tout se passe bien, et en particulier pour cette année, qui est l'année notamment des Jeux Olympiques en France. On va aborder donc un thème qui nous a été demandé plusieurs fois, qui est le thème sur l'arrêt cardiaque. Euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs diapositives qui sont, j'allais dire, un petit peu bateau, parce que vous les connaissez toutes. Ce sont celles que vous avez dans tous vos guides. Et après, il y a quelques points qu'on soulèvera un petit peu plus vers la fin, sur des pratiques un petit peu nouvelles là, que vous pouvez rencontrer, parce qu'il y a quelques expérimentations en matière de secourisme qui existent, tout le temps, particulièrement sur l'arrêt cardiaque, qui est très étudié, et quelques nouveautés aussi dont il vous faudra parler. On va débuter par une question, en fait, finalement, sur la définition de l'arrêt cardiaque. Pour vous, l'arrêt cardiaque est-il un arrêt des battements du cœur, une interruption de l'activité du cœur et de la circulation, une fibrillation ventriculaire ou une absence d'activité mécanique efficace du cœur? En train de se batailler notamment entre une interruption de l'activité du cœur et de la circulation et une absence d'activité mécanique efficace du cœur. On est aux alentours de 58%, 60% pour l'un, 52% pour l'autre, sachant que le choix est multiple. Donc certains ont répondu à deux fois. Les arrêts des battements du cœur arrivent à 21% et 16% pour une fibrillation ventriculaire. Alors, tu peux mettre fin au sondage, parce que sinon, je l'ai devant les yeux et j'arrive pas à... Je sais pas comment... C'est fait. Il faut que je le vire généralement. Voilà, j'ai trouvé le moyen de le virer. Alors, la définition qui a été donnée au terme d'arrêt cardiaque, puisque en fait c'est une définition qui a été donnée par les sociétés savantes sur l'arrêt cardiaque, de façon à ce qu'on parle tous de la même chose,
c'est une absence d'activité mécanique efficace du cœur. Ce qui sous-entend qu'on peut avoir un arrêt cardiaque alors que le cœur n'est pas encore arrêté, ou tout au moins peut fonctionner, pas forcément normalement, voire de façon très anormale, mais maintient quand même une activité. Donc c'est la définition finalement qu'on a donnée en matière d'arrêt cardiaque. Il s'agit d'une absence d'activité mécanique efficace du corps, et la conséquence, bien sûr, c'est une interruption immédiate de la circulation du sang vers le reste du corps. On a donc deux possibilités. Soit c'est le cœur qui ne fonctionne plus, parce qu'il s'arrête mécaniquement, il ne bouge plus. Soit il fonctionne, mais pas de façon correcte, il ne se remplit pas correctement, mais surtout, il n'expulse plus correctement le sang, et donc on a une interruption de la circulation sanguine vers le reste du corps. Alors, deuxième question, vous allez voir qu'il y a quand même quelques questions. Je préfère, justement, dans ces parties qui sont habituellement assez bien connues, vous poser quelques questions. Ce sont des questions un peu sur l'importance du problème et ce qu'on appelle l'épidémiologie en médecine. L'arrêt cardiaque soudain touche plus de 40 000 personnes par an en France, la femme de plus de 65 ans, l'enfant plus que l'adulte victime d'une détresse respiratoire. Donc, en termes de fréquence, quelle est j'allais dire plutôt l'affirmation qui est juste dans cette question? Le public demande si c'est possible d'augmenter le son. Je ne sais pas si tu es à ton maximum, Alors, Daniel. moi, je peux essayer de parler plus fort. Je vais regarder ce que j'ai. Je ne sais pas si je Ouais. peux y Ah, aller. là, tu es en train de tout spoiler, là. Ah oui, oui, attendez, bouge pas. Hop, comment je reviens en arrière? Je n'en sais rien. Euh, Non, c'est pas. précédente. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est l'arrêt cardiaque que touche plus de 40 000 personnes. Bien que l'estimation exacte de l'arrêt cardiaque soudain, hein, je ne parle pas de l'arrêt cardiaque post-traumatique ou autre, c'est vraiment l'arrêt cardiaque soudain, celui qui n'était pas attendu en fait finalement, et qui est non traumatique. On l'évalue à plus de 40 000 personnes par an en France, mais c'est une évaluation qui est faite à partir d'un certificat de décès, elle n'est pas forcément juste. On pense que c'est peut-être un petit peu moins. Alors, je vais essayer de... Voilà. L'arrêt cardiaque soudain touche l'homme surtout de plus de 65 ans et plus, mais peut aussi toucher les hommes jeunes, hein, c'est pas forcément après 65 ans. La grande majorité des arrêts cardiaques surviennent à domicile, même si on fait beaucoup actuellement pour lutter contre l'arrêt cardiaque, particulièrement dans le domaine public. Il faut savoir que si on est malgré tout encore limité en termes de survie d'arrêt cardiaque, c'est qu'on a du mal à toucher ces 80% d'arrêts cardiaques qui surviennent à domicile, particulièrement notamment par la réalisation de la défibrillation. 70% se font en présence d'un témoin, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que si le témoin est formé à réaliser la réanimation cardiopulmonaire, elle peut être réalisée rapidement. Et dans 40% des cas, il y a un massage cardiaque qui est réalisé par un témoin. Donc vous voyez que c'est pas forcément, c'est moins de 1 patient sur 2 qui font un arrêt cardiaque devant témoin seront massés. Et seulement 1% vont bénéficier d'une défibrillation faite par le grand public. Je ne parle pas de la défibrillation faite par les secours, mais par une défibrillation qui est faite par le grand public. Chez l'enfant, c'est un petit peu différent. C'est quand même, malgré tout, moins fréquent, mais la cause essentielle de l'arrêt cardiaque soudain chez l'enfant, eh bien, ça reste la mort subite et inexpliquée du nourrisson. Et après, la grande majorité des arrêts cardio-respiratoires qui surviennent chez l'enfant, en fait, sont d'origine respiratoire. C'est-à-dire que ce sont des pathologies respiratoires, particulièrement des accidents ou des accidents à domicile, particulièrement notamment l'obstruction aiguë des voies aériennes, on va le voir tout à l'heure. Il y a d'autres causes, notamment chez l'enfant, qui sont à l'origine de l'arrêt cardiaque, mais au départ, c'est un arrêt de la respiration et pas forcément au début un arrêt du cœur. Cependant, ça peut malgré tout se voir, particulièrement chez l'enfant qui présente des cardiopathies congénitales et parfois des cardiopathies qui ne sont pas connues. 68 à 80% ont lieu à domicile, c'est à peu près la même chose que chez les adultes. 15 à 30% des cas, le massage cardiaque externe réalisé par un témoin. Moins de massage cardiaque externe réalisé chez l'enfant. Et moins de 10% des cas, l'enfant présente des rythmes chocables, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, l'arrêt cardiaque est lié en fait à une absence d'activité électrique du cœur et non pas à un rythme choquable tel que la fibrillation ventriculaire. Cependant, il y a des situations qui peuvent faire penser à un arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant ou un arrêt cardiaque chez l'enfant par fibrillation ventriculaire, ce sont les effondrements soudains.
On les voit et ils sont assez bien notamment médiatisés. Ce sont les arrêts cardio-respiratoires, les arrêts cardiaques qui surviennent chez le sportif, sur les stades, où parfois des jeunes, voire même des enfants, s'effondrent brutalement sur le terrain. Rien que cette situation d'un enfant qui s'effondre sur le terrain et qui est retrouvé en arrêt cardiaque, eh bien ça c'est typiquement un trouble du rythme cardiaque qui est à l'origine de cet arrêt cardiaque. Autre question, l'arrêt cardiaque soudain est le plus souvent d'origine cardiaque chez l'homme, d'origine respiratoire chez l'homme, d'origine respiratoire chez l'enfant ou cardiaque chez l'enfant. Vous avez le choix et vous avez plusieurs choix, mais ça doit être assez facile avec tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Alors, on nous dit d'origine cardiaque chez l'homme, d'origine respiratoire chez l'enfant, 93% pour d'origine cardiaque chez l'homme, 86% d'origine respiratoire chez l'enfant, et on se bat à 5% pour les deux autres propositions de réponse. Bon, bah écoutez, vous avez tout à fait raison, hein. La grande majorité des cas, l'arrêt cardiaque soudain, quand il survient, eh bien, il va survenir chez un adulte et il est la plupart du temps d'origine cardiaque. Et les arrêts cardio-respiratoires d'origine cardiaque sont le plus souvent chez l'adulte secondaires à des troubles du rythme tels qu'une fibrillation ventriculaire, une tachycardie ventriculaire, plus rarement des asystolies et des dissociations électromécaniques. Par contre, chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, ils sont d'origine respiratoire et c'est l'anoxie en fait qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque, alors que dans un arrêt cardiaque d'origine cardiaque, c'est pas l'anoxie qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'il est important de masser et de réaliser un massage cardiaque externe dans ces cas-là, parce que chez l'adulte qui fait un arrêt cardiaque soudain, la plupart du temps, il n'y a pas de déficit en oxygène. Par contre, chez un enfant où l'on a un déficit en oxygène qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque, eh bien, on précise qu'il est important de ventiler rapidement parce que justement, l'arrêt cardiaque est à l'origine, a été causé par une absence de respiration. C'est pour ça qu'il faut la rétablir très rapidement. Donc, il fallait répondre d'origine cardiaque chez l'homme et d'origine respiratoire chez l'enfant. Alors, ça m'amène à aborder les différentes causes. Vous comprenez bien que les causes médicales que l'on retrouve particulièrement chez l'adulte, c'est la maladie coronarienne, ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors, ça peut être des infarctus du myocarde, des fois ce sont des spasmes coronaires. Ce qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque, je vous l'ai dit, ce sont ces troubles du rythme, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire. Il y a d'autres pathologies que l'on retrouve qui peuvent aboutir à des arrêts cardio-respiratoires, des arrêts cardiaques, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë et, comme je vous l'ai dit, parfois des malformations cardiaques congénitales qui peuvent entraîner ces arrêts cardiaques. L'origine cardiaque peut être aussi, l'arrêt cardiaque peut aussi être secondaire à un traumatisme. Ce sont ce qu'on appelle des arrêts cardiaques traumatiques. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, les hémorragies peuvent être à l'origine de ces arrêts cardiaques. Vous le savez que lorsqu'on perd beaucoup de sang, le risque, bien sûr, c'est un arrêt du fonctionnement du cœur, ce qu'on appelle un désamorçage. C'est une pompe qui se désamorce, qui aboutira donc à un arrêt de la circulation. Vous pouvez avoir des causes qui sont cardio-circulatoires, ce sont des conséquences des traumatismes, notamment l'épanchement de sang à l'intérieur du péricarde, la contusion du myocarde, qui peut entraîner d'ailleurs des troubles du rythme cardiaque par simple choc brutal. Et un des plus connus, c'est le commotio cordis, ce sont des chocs brutaux à la poitrine, c'est le coup de poing à la poitrine qui peut entraîner un arrêt cardiaque brutal. On le voit dans certains sports, notamment dans la boxe. Ce n'est pas très fréquent, mais c'est quand même très connu comme cause des arrêts cardiaques post-traumatiques. Vous avez ensuite les causes qui sont respiratoires, ce sont les complications traumatiques respiratoires que l'on rencontre et qui peuvent entraîner donc une anoxie et puis secondairement un arrêt de la respiration. Ce sont les pneumothorax, c'est-à-dire l'épanchement d'air à l'intérieur de la plèvre qui va comprimer les poumons, voire de sang, les embolies gazeuses que l'on voit dans certaines situations qui sont relativement rares, et la diminution de la ventilation respiratoire qui peut être de causes diverses, notamment post-traumatiques avec des fractures de corps multiples et des traumatismes osseux thoraciques importants qui peuvent entraîner une difficulté respiratoire, une hypoxie et un arrêt de la circulation. Enfin, vous avez d'autres causes traumatiques, dont notamment les hypothermies, les traumatismes crâniens graves qui peuvent aboutir après une évolution de quelques minutes, voire parfois quelques heures, à un arrêt cardiaque. Les différentes causes qu'on nomme circonstancielles, on a vu les causes médicales, les causes post-traumatiques, vous avez aussi les causes circonstancielles, n'oublions pas la noyade, deuxième cause de mortalité chez l'enfant.
L'électrocution, bien qu'elle soit relativement rare, elle existe particulièrement avec nos courants électriques même domestiques. Les intoxications avec toutes sortes de médicaments ou autres produits toxiques. Et puis, vous avez la pendaison, la strangulation, la suffocation qui peut se rencontrer, particulièrement chez l'enfant, dans certains jeux pratiqués. Et puis, une situation qui est relativement rare, c'est les syndromes de suspension, on en voit de moins en moins, qui peuvent entraîner des arrêts cardiaques du simple fait de la position du sujet, lorsqu'il reste pendu, par exemple, comme vous l'avez sur la photo, pendant quelques minutes, voire quelques heures, un baudrier. La conséquence, bien sûr, de l'arrêt cardiaque, si on ne récupère pas cette activité, c'est la mort de la victime. La survie, elle dépend énormément des études, elle peut aller de 5 à 10%, voire même plus. Et lorsque l'on considère que les arrêts cardiaques liés à un trouble du rythme, on peut aller à 30%, et il y a même des équipes, notamment des pays nordiques, je crois que c'est le Danemark, où ils arrivent en mettant en œuvre tous des dispositifs de prise en charge de l'arrêt cardiaque, même à domicile, ils arrivent à presque 50% de récupération, ce qui est phénoménal. Si la victime ne meurt pas, le danger majeur, bien sûr, ça sera les conséquences cérébrales liées à l'hypoxie cérébrale. Ce sont des lésions cérébrales, mais aussi de tous les autres organes qui peuvent être touchés, que ce soit le rein, que ce soit le foie, mais aussi le cœur, les poumons. Et ceci va entraîner des complications, voire des séquelles à long terme. Et ensuite, comme on le voit pour toutes les personnes qui ont fait quelques jours en réanimation, voire plusieurs semaines, ce sont les syndromes post-réanimation, qui sont des conséquences que l'on peut retrouver chez des patients qui ont été récupérés suite à un arrêt cardiaque. Enfin, il y a des arrêts cardiaques qui sont récupérés très rapidement, particulièrement avec des défibrillations rapides, voire immédiates, et où la conséquence finalement immédiate, en tout cas à moyen terme, est tout à fait bonne, c'est-à-dire que les patients récupèrent complètement, avec une autonomie récupérée complète après la survenue de cet arrêt cardiaque. Il faut savoir que, je vous l'ai dit, le pronostic est souvent au cerveau. Plus la personne reste en arrêt cardiaque sans activité mécanique cardiaque et sans circulation, ne serait-ce que par un massage cardiaque, eh bien, les lésions cérébrales apparaissent. Et sans massage cardiaque externe, au bout de 7 à 8 minutes, la victime, malheureusement, présente un décès, en tout cas cérébral, et ne pourra pas être réanimée. La conséquence donc de cet arrêt, elle est très dépendante de l'absence de la circulation. C'est pour ça que vous allez avoir deux termes que l'on utilise beaucoup en médecine. C'est le terme de no flow et low flow. No flow, c'est-à-dire pas de flux sanguin. Bien, c'est lorsque le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne mal, la circulation ne se fait plus. À partir du moment où ça commence jusqu'au moment où on va rétablir une circulation, même avec un massage cardiaque, et bien cette période-là, on appelle ça la période de no flow. Plus la période de no-flow est élevée, plus le pronostic est sombre. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la période de low flow, c'est-à-dire de débit qui est réduit. C'est lorsque l'on pratique un massage cardiaque externe. On évalue à peu près l'efficacité du massage cardiaque externe à 25% de la circulation normale, particulièrement dans la moitié supérieure du tronc, et on parlera de low flow. Le low flow a un avantage, c'est qu'il permet quand même encore de maintenir une circulation cérébrale et de maintenir et d'éviter justement ces conséquences cérébrales que l'on rencontre. D'où l'importance de la réalisation très précoce du massage cardiaque externe. Ce qui m'amène à la chaîne de survie, que vous connaissez bien tous, enfin que vous devriez connaître, et d'où ma question est de savoir finalement cette chaîne de survie, de quoi est-elle constituée. Donc vous avez reconnaissance et alerte, défibrillation précoce, RCP précoce, soins post-réanimation. Reconnaissance et alerte, RCP précoce, défibrillation précoce, soins post-réanimation. Reconnaissance et alerte, RCP de base, RCP avancé, soins post-réanimation, ou préparation, action, médicalisation, restitution. Et tout ça rime en sion. C'est pas mal. Pensez à poser vos questions si vous en avez dans la rubrique Q&R, questions et réponses. Posez toutes vos questions. Julien et Manori s'occupent de les garder dans un coin, en font quelques familles de questions si nécessaire, et puis ensuite les poseront à Daniel qui a hâte de les écouter. 78% de nos spectateurs nous disent que c'est la reconnaissance et alerte, RCP précoce, défibrillation précoce, soins post-réanimation. Donc la réponse 2. La réponse 2, alors, voilà la réponse. Alors, c'est vraiment la réponse telle que c'est écrit dans toutes les publications en ce qui concerne la chaîne de survie, et c'est
une recommandation, tout au moins une définition qui a été donnée par l'ICOR et par, en Europe, le European Resuscitation Council. C'est bien reconnaissance et alerte, reconnaître les signes précurseurs de l'arrêt cardiaque et alerter très précocement les secours, réaliser une réanimation cardio-pulmonaire précoce, quelle que soit la réanimation, il faut la réaliser le plus rapidement possible, même si c'est que du massage cardiaque. Mettre en œuvre le plus précocement un défibrillateur, puisqu'on a vu que le pourcentage de récupération d'une activité cardiaque chez les patients qui ont un trouble du rythme est élevé, beaucoup plus que s'ils n'ont pas de trouble du rythme. Et bien sûr, après, ce sont les soins post-réanimation. C'est pour ça que vous voyez très souvent, en fait, cette chaîne de survie, reconnaissance rapide, appel au secours, RCP précoce, défibrillation précoce, soins post-réanimation. C'est cette chaîne de survie qui définit la stratégie de lutte contre les arrêts cardiaques. C'est une chaîne de survie qui définit une stratégie que l'on doit mettre en œuvre dans la communauté. C'est plutôt une stratégie, j'allais dire même politique. Si après on prend une stratégie plus opérationnelle, on trouve une chaîne qui, j'allais dire, est un petit peu plus développée. Je m'entraîne d'abord en équipe, il faut que je reconnaisse les signes précoces de l'arrêt cardiaque, donc voilà, il faut que je reconnaisse précocement ces signes. Bon, l'alerte, si on est nous-mêmes les secours, bien sûr, on va intervenir en tant que secours parce qu'on nous a alertés, mais en tout cas, nous, on préviendra dans nos bilans que la victime présente un arrêt cardiaque. On mettra en œuvre la réanimation cardio-pulmonaire précoce en équipe le plus rapidement possible. On mettra en œuvre notre défibrillateur. Une fois que les équipes médicales arrivent, n'oubliez pas que souvent vous allez aider ces équipes médicales à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire avancée. Vous allez poursuivre la ventilation. Des fois, on vous demandera de ventiler les patients qui sont intubés. On vous demandera de poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire puisque la fatigue étant... lorsqu'on réalise un massage cardiaque, il va falloir se remplacer. On utilise bien sûr les secouristes qui sont présents. Les soins post-arrêt cardiaque seront bien sûr réalisés à l'hôpital. La réadaptation des personnes qui seront récupérées pourra prendre quelques semaines, voire parfois plusieurs mois. Mais n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'une fois que vous avez pris en charge en équipe l'arrêt cardiaque, il faut débriefer l'intervention. Qu'est-ce qu'on a fait? On reprend toute la chronologie, on étudie notre intervention, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qui peut-être aurait été mieux, et tout ça nous permet de repenser notre méthodologie d'action, notre protocole d'action, et ensuite on peut, la fois d'après, se réentraîner en mettant en œuvre parfois une autre façon de faire. Quand on travaille en équipe, déjà si on se met d'accord sur qui fait quoi, lorsque l'on est devant un arrêt cardiaque, on agit beaucoup plus vite, et vous le voyez bien que plus on agit vite pour réanimer, pour faire du massage cardiaque, pour ventiler, pour défibriller, plus on augmente le taux de survie. Et la survie, l'augmentation du taux de survie, il se fait surtout quand les actions secouristes sont faites rapidement. Si l'on mettait un volume de chaque maillon proportionnel à l'importance de l'action, on aurait les premiers maillons de notre chaîne qui seraient volumineux par rapport aux maillons de l'hôpital qui sont très petits. La survie qui grâce à l'hôpital, elle porte sur quelques pourcentages. Alors que si l'on fait une reconnaissance précoce, un massage cardiaque externe précoce, une réanimation précoce, une défibrillation précoce, on peut augmenter des survies de 5 à 10% de façon importante. D'où l'importance, en tout cas dans l'arrêt cardiaque, de l'action des premiers intervenants et bien sûr des équipes secouristes. Nous allons voir que le principe de l'action, vous l'avez défini dans tous vos guides, il faut reconnaître les signes annonciateurs de l'arrêt cardiaque, pratiquer sans délai la réanimation, mettre en œuvre le défibrillateur, demander un renfort, participer à la RCP avancée, je vous l'ai dit, prendre en charge aussi la famille et les témoins, on en dira un mot à la fin. Alors, les signes que l'on rencontre chez un patient qui est en arrêt cardiaque, ils sont la conséquence de l'absence de circulation. La circulation s'est arrêtée. Et quand la circulation s'arrête, eh bien, il n'y a plus de pouls. Le seul signe qui traduit une absence de circulation, c'est qu'il n'y a plus de pouls. Parce que le pouls, c'est ce qui vous indique que le cœur fonctionne, j'allais dire. En tout cas, que la circulation se fait correctement. S'il n'y a plus de pouls, c'est qu'il n'y a plus de circulation. Si la circulation s'arrête, eh bien sûr, le cerveau va souffrir de manque d'oxygène, on va perdre connaissance. Et au début, ce manque d'oxygène peut se traduire par des mouvements convulsifs. La personne présente des mouvements convulsifs. Devant une personne qui s'effondre, qui présente une convulsion, la première chose à laquelle il faut penser, c'est à l'arrêt cardiaque. Est-ce que ce n'est pas en fait un arrêt cardiaque? Et enfin, vous avez aussi au niveau du cerveau les centres de la respiration. On l'avait vu quand on avait parlé de l'AVC. Ces centres de la respiration vont souffrir de manque d'oxygène et donc vont progressivement arrêter la respiration. C'est pour ça que la respiration
ne s'arrête pas brutalement, elle va s'arrêter quelques secondes, voire quelques minutes après la survenue de l'arrêt cardiaque. Et dans un premier temps, l'arrêt de la respiration et de la ventilation n'est pas brutal, il va se faire par des mouvements d'abord, un ralentissement de la respiration, des mouvements agoniques et un arrêt de la respiration. C'est pour ça que lorsque vous arrivez très rapidement sur un patient qui est en arrêt cardiaque, eh bien, souvent, on a encore des mouvements respiratoires, ce qu'on appelle les mouvements agoniques. Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Il ne faut pas confondre donc la conséquence de l'absence de circulation avec la notion de début de RCP. Et d'où ma question, nous débutons une réanimation cardio-pulmonaire chez une victime si... Alors, voilà la question que je vous pose ici. Nous débutons une RCP chez une victime si ses pouls sont absents, elle ne répond pas ou ne réagit pas et que sa respiration est absente ou anormale, elle a perdu connaissance, ne respire plus et ne présente plus de pouls, ou elle a perdu connaissance. Et là, on a 3 propositions de réponse qui sont en avant. À 66-67 kiff kiff les 2. Elle ne répond pas ou ne réagit pas et que sa respiration est absente ou anormale. Elle a perdu connaissance, ne respire plus et ne présente plus de pouls. Et 55 du coup en troisième position, ses pouls sont absents. Alors, on va expliquer. Je vais supprimer le petit truc, voilà, on va expliquer. Actuellement, la recommandation internationale, on doit débuter une réanimation cardio-pulmonaire chez une victime qui ne répond pas ou ne réagit pas et dont la respiration est absente ou anormale. Ça, c'est l'indication de la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, pourquoi ne pas cocher le premier? Ses pouls sont absents, parce qu'on ne précise pas dans ce cas-là si elle est consciente ou pas. Chez un patient qui présente une détresse respiratoire, elle peut très bien être consciente et vous ne percevez aucun pouls. Parce que la circulation est mauvaise, mais elle est encore suffisante, mais les pouls ne sont pas perceptibles. Donc il faut quand même qu'il y ait une perte de connaissance de la victime. La troisième réponse, j'allais dire on peut l'accepter, pourquoi? Parce qu'elle a perdu connaissance, elle ne respire plus et ne présente plus de pouls. Alors bien sûr qu'il va falloir pratiquer une RCP dans ce cas-là, bien sûr qu'il va falloir C'est pratiquer quoi? une RCP, puisqu'elle a perdu connaissance, elle ne respire plus et ne présente plus de pouls. Alors, il y a certaines équipes qui font une recherche du pouls dès le début. Ils vérifient si la victime a perdu connaissance, ils libèrent les voies aériennes et ensuite ils vérifient si la personne respire ou pas et en même temps recherchent le pouls carotidien. Tout cela ne doit pas durer plus de 10 secondes. Si vous avez, ce sont souvent des équipes ou des personnes qui ont l'habitude de rechercher les pouls, attention, c'est très facile de prendre un pouls chez une personne qui a un pouls qui est présent, parce que votre critère d'efficacité, c'est quand vous sentez le pouls. Mais chez une personne qui n'a pas de pouls, c'est beaucoup plus compliqué de dire qu'elle n'a pas de pouls, parce que lorsqu'on le recherche, on se demande toujours si on est au bon endroit. En tout cas, il ne faut pas perdre de temps. Donc, par contre, je vous rappelle que la recommandation internationale, c'est elle ne répond pas, ne réagit pas, sa respiration est absente ou anormale. Et c'est ce que je vous l'indique, vous avez là exactement donc la recommandation. Chez une victime qui a perdu connaissance et qui présente un arrêt de la ventilation, une ventilation agonique, il faut débuter une RCP, il ne faut pas attendre. N'essayez pas en tout cas de rechercher le pouls, en tout cas de perdre du temps à rechercher un pouls. Vous avez 99% des chances qu'en fait elle soit en arrêt cardiaque, c'est pour ça que vous allez débuter une RCP de suite. Cependant, il faut, et c'est le rôle des équipiers, se préparer à la survenue de l'arrêt cardiaque. Des fois, l'arrêt cardiaque n'est pas encore là, mais il y a des signes qui peuvent être annonciateurs. Toutes les détresses, c'est quand vous faites le bilan, vous recherchez ce qui tue en premier et puis vous recherchez les détresses. Eh bien, toute cette première partie que vous connaissez, est-ce que la victime présente une situation qui peut la tuer rapidement ou est-ce qu'elle présente une détresse? Tout ça, ce sont des situations qui, si elles s'aggravent, vont évoluer vers un arrêt cardiaque. Donc, au bilan d'urgence vitale, si vous avez une hémorragie externe grave, notamment si vous n'arrivez pas à l'arrêter, une victime qui a une obstruction des voies aériennes, on n'arrive pas à la désobstruer, on a une détresse ventilatoire, une détresse circulatoire, et malgré nos gestes de premier secours, la victime s'aggrave, c'est que vous allez aller vers un arrêt cardiaque, et il faut vous y préparer. Deuxièmement, ça peut être au bilan d'urgence complémentaire, il y a des situations où vous n'avez pas forcément de détresse, mais où les patients peuvent présenter des arrêts cardio-respiratoires soudains, brutaux. Attention aux douleurs thoraciques, on en avait parlé.
Elle n'est pas toujours d'origine cardiaque, mais cette douleur thoracique, lorsqu'elle survient notamment chez un adulte jeune, ou lorsque cette douleur thoracique évolue de façon assez typique avec cet écrasement dans la poitrine qui irradie, pensez à la possibilité donc d'une maladie coronarienne ou coronarovasculaire qui peut entraîner un arrêt cardiaque soudain. Attention, toute victime qui présente des antécédents d'arrêt cardiaque, de maladie cardiovasculaire ou de cardiopathie congénitale, ce sont des patients qui ont plus de chances de faire des arrêts cardiaques, et donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille et y penser, et en tout cas vous tenir prêt si jamais. Quelle est la conduite à tenir? Je vais aller assez vite sur cette partie-là, qui est une partie que vous devez connaître, puisqu'elle est traditionnelle. La victime ne respire plus, on va libérer ses voies aériennes, on va débuter la réanimation cardiopulmonaire. Elle ne respire pas, pardon, elle a perdu connaissance. La victime ne respire plus ou respire anormalement, je maintiens ma liberté des voies aériennes et je débute une RCP. Vous savez que l'on fait 30 compressions thoraciques chez l'adulte, 15 chez l'enfant, 2 insufflations immédiatement après, utilisez des insufflateurs manuels, et vous allez poursuivre ces compressions thoraciques et ces insufflations à un rythme de 32 chez l'adulte, 15,2 chez l'enfant. Bon, ça n'a pas changé, vous le connaissez, très bien. Normalement, vous devez avoir des insufflateurs. En l'absence d'insufflateur, ou si vous ne pouvez pas pour des raisons ou d'autres pratiquer une insufflation, en tout cas, il faut en tout cas pratiquer du massage cardiaque externe. Je ne reviens pas en détail, le diaporama sera disponible. Vous le retrouverez sur toutes vos fiches techniques et sur tous les guides. Ce sont toutes les caractéristiques du massage cardiaque externe qui est bien fait. Donc je vous laisse le soin de les relire, mais vous les connaissez souvent, d'ailleurs même parfois mieux que moi. C'est pareil chez l'enfant et le nourrisson, il faut adapter à l'enfant, il faut adapter à la taille et au poids de l'enfant en pratiquant une RCP, soit à 2 mains chez l'adulte ou grand enfant, soit à 1 main chez le petit enfant, soit à 2 doigts, placés côte à côte dans la moitié inférieure du thorax chez l'enfant, les 2 doigts étant dirigés vers la tête alors que notre secouriste pratique la ventilation. Je vous laisse les regarder. Le cas particulier du nourrisson, vous pouvez le faire à 2 doigts et non pas forcément à 2 mains si vous êtes seul. Je rappelle quand même que lorsque l'on est à plusieurs, il vaut mieux pratiquer la technique à 2 doigts, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que la technique à un seul secouriste avec 2 doigts, c'est lorsque vous pratiquez en même temps une ventilation artificielle et que vous êtes tout seul. À 2 secouristes, la ventilation avec un insufflateur manuel peut être réalisée à... Alors ça, je vous ai posé la question parce que je veux... Alors, chaque fois que vous mettez les questions avant, je ne peux pas les afficher. Voilà. À 1 main, à 2 mains, à 3 mains, à 4 mains, parce que je voudrais aborder ce thème-là. Alors, une grande majorité, 76% des personnes nous disent à 2 mains, 13% nous disent à 1 main, 4% nous disent à 3 mains et 7% nous disent à 4 mains. Donc, victoire fulgurante de la ventilation à 2 mains. C'est parfait. C'est parfait parce que ça me permet d'aborder ce sujet. Et je vous ai mis à 3 mains. Alors, attendez, j'enlève le... Voilà. Et je vous ai mis à 3 mains. À 2 secouristes, la ventilation avec un insufflateur manuel peut être réalisée à 2 mains. Je le conçois, si vous avez mis à 2 mains, c'est juste. Vous avez... Mais si vous mettez à 2 mains, il n'y a qu'un seul secouriste qui pratique les 2 mains. Pas le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est à 2 secouristes, la ventilation avec un insufflateur manuel peut être réalisée à 3 mains ou à 4 mains. Il y a 2 mains, il y a une main, enfin, il faut maintenir le masque et il faut appuyer sur l'insufflateur. Soit vous maintenez le masque avec 2 mains, donc vous avez le secouriste qui à la tête maintient le masque à 2 mains, et le deuxième sauveteur appuie sur l'insufflateur. Et on appuie sur l'insufflateur avec une seule main, voire même avec 3 doigts. N'appuyez pas sur l'insufflateur avec 2 mains parce que sinon vous allez insuffler 1,5 litre de volume. C'est beaucoup trop important et vous allez gonfler l'estomac. Donc, lorsque vous pratiquez une ventilation à 2 secouristes, on réalise une ventilation à 3 mains. Si vous ventilez à un seul secouriste, vous réalisez une ventilation à 2 mains. Donc, vous voyez ici une ventilation à 2 secouristes, à 3 mains. 2 mains maintiennent le masque, 1 main appuie sur l'insufflateur. Donc là, vous retrouverez aussi toutes les caractéristiques de l'insufflation réalisée chez l'adulte et l'enfant, et vous les retrouverez dans vos guides, je vais y passer.
Vous avez débuté la réanimation cardio-pulmonaire. On va mettre en place à ce moment-là le défibrillateur. Vous êtes équipé de défibrillateurs dans vos équipes. Si vous êtes, j'allais dire, seul ou à plusieurs avec des témoins, mais que vous n'êtes pas dans le cadre d'une équipe constituée, ben, il faudra essayer de rechercher un défibrillateur grand public. Il est important de maintenir la réanimation cardio-pulmonaire et particulièrement le massage cardiaque pendant que l'on met en place le défibrillateur. Il faut interrompre le moins possible la réanimation cardio-pulmonaire et le massage cardiaque. N'oubliez pas de réaliser le choc électrique sans toucher la victime quand le défibrillateur vous le demandera et de reprendre immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire après un choc électrique. Et je vous rappelle que l'on va faire des séquences de un choc, 2 minutes de RCP, un choc, 2 minutes de RCP. Je passe là aussi sur les techniques classiques de réalisation de la défibrillation. Elles n'ont pas changé depuis quelques années et vous les retrouvez aussi très bien décrites à l'intérieur de vos guides. Donc, vous n'interrompez la défibrillation, pardon, la réanimation cardio-pulmonaire uniquement pour analyser le rythme cardiaque ou pour délivrer le choc. Pour délivrer le choc tout le temps, maintenant, il y a quelques défibrillateurs où ils ne demandent même plus d'arrêter la compression thoracique pendant l'analyse. Ce sont de nouveaux défibrillateurs qui sont sortis actuellement. Un petit point sur la place, malgré que j'ai une image qui s'est déplacée, c'est la place des électrodes. Alors, la position standard des électrodes, c'est une position antérolatérale, c'est-à-dire une électrode qui est placée sous une clavicule, la clavicule droite, et la deuxième électrode qui est placée en sous-axillaire à gauche. C'est celle que l'on préconise bien sûr chez l'adulte. Pourquoi? Pour ne pas avoir notamment à mettre une électrode dans le dos de la victime, parce que c'est compliqué de retourner une victime, ça fait encore perdre du temps, notamment du massage cardiaque, et puis si c'est des victimes qui sont de corpulence forte, c'est compliqué. Cependant, vous pouvez voir notamment maintenant des équipes qui vont placer particulièrement lorsque la défibrillation est inefficace et que le patient présente un trouble du rythme choquable, par exemple une fibrillation ventriculaire, on va effectuer 3 chocs, c'est-à-dire une choc de 2 minutes de RCP, un choc, 2 minutes de RCP, un choc, 2 minutes de RCP. C'est ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire récidivante et qui ne se résout pas par votre choc. À ce moment-là, souvent, les équipes médicales, on va déplacer les électrodes et on va mettre une électrode dans le dos, une électrode en avant, pour bien être certain que l'onde électrique traverse bien le choc et envoyer le maximum d'énergie à l'intérieur de la masse cardiaque. Donc, vous risquez de voir apparaître cette façon de faire. En tout cas, c'est la façon que l'on utilise déjà, nous, chez l'enfant. Chez le petit enfant, on place toujours une électrode dans le dos et une électrode à l'intérieur, mais c'est très facile de retourner un enfant et très rapide pour placer la deuxième électrode. L'organigramme de la défibrillation, il est défini par le European Resuscitation Council. Vous trouverez cet organigramme aussi assez traditionnel. C'est débuter la RCP 32, le DAE évalue le rythme. Si le rythme est choquable, on fait un rythme choquable, un choc, on reprend 2 minutes de RCP. Si le rythme n'est pas choquable, c'est-à-dire lorsque l'on a soit une asystole, c'est-à-dire que le tracé, j'allais dire, électrique de l'ECG est plat, soit il y a une activité électrique mais il n'y a pas de pouls, chez une victime qui a perdu connaissance et qui ne respire plus, ce qu'on appelle une activité électrique sans pouls, auquel cas, il faut reprendre le massage cardiaque pendant 2 minutes, en attendant que le DAE refasse une analyse pour voir si une fibrillation n'est pas apparue entre-temps. Si la victime reprend des signes de vie, à ce moment-là, on va arrêter la réanimation. En même temps, lorsque vous pratiquez la réanimation en équipe, n'oubliez pas qu'il faut aussi administrer de l'oxygène. Donc, dès que c'est possible, on va rajouter de l'oxygène. Au début, on met de l'oxygène au maximum, 15 litres minute. On adaptera après, une fois que la victime aura récupéré, si elle récupère, et si vous avez une SPO2, vous pourrez ensuite l'adapter à la SPO2, aspirer les sécrétions si c'est nécessaire. Et là, on est dans des gestes de réanimation classiques et standards. Et n'oubliez pas que si vous avez une victime qui est suspecte d'un traumatisme du rachis, il faut faire attention à limiter quand même les mouvements du cou et de sa tête lorsque vous pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. En ce qui concerne l'évolution, plusieurs possibilités. Si le pouls est perçu, mais la ventilation est absente ou agonique, c'est des situations qui sont rares, mais que vous pouvez rencontrer. Alors, dans quel cas on se retrouve dans ces situations-là? C'est soit le redémarrage d'une activité cardiaque, le cœur est reparti, mais la ventilation commence à s'installer. À ce moment-là, si vous percevez un pouls,
on pourra interrompre les compressions thoraciques et on poursuivra les insufflations. Mais par contre, on le retrouve plus particulièrement lorsque vous avez un arrêt de la ventilation et quelques minutes après un arrêt de la circulation. Et là, lorsqu'on reprend la ventilation artificielle, bien souvent, la ventilation artificielle rapporte de l'oxygène et l'activité électrique cardiaque repart. Et on le retrouve notamment dans les intoxications, particulièrement aux opiacés et aux opioïdes, qui sont à l'origine d'une dépression respiratoire, d'un arrêt de la respiration et secondairement d'un arrêt cardiaque. Et ce sont ces situations-là où on peut se retrouver dans la situation d'un pouls présent avec une ventilation qui ne repart pas encore correctement. Si la ventilation est normale, la victime bouge, ouvre les yeux, reprend des signes de vie, c'est-à-dire si vous avez une récupération, il faut arrêter la RCP, vous gardez la victime sur le dos, vous repratiquez un bilan d'urgence complet, et puis vous continuez bien sûr à administrer de l'oxygène, et là vous l'adaptez à la SPO2 si vous arrivez à avoir une SPO2 naturellement. Mais vous administrez de l'oxygène et vous gardez votre victime sur le dos et vous surveillez étroitement votre victime parce que vous pouvez très bien avoir une récidive. C'est assez fréquent d'avoir une récidive de l'arrêt cardiaque, notamment dans les premières minutes après la récupération d'un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Pendant la réanimation cardio-pulmonaire, vous pouvez surveiller le pouls carotidien ou fémoral notamment par un troisième secouriste. C'est assez intéressant notamment de rechercher le pouls fémoral pendant la réanimation, pendant le massage cardiaque, parce que le massage cardiaque peut être générateur d'un pouls fémoral, ce qui vous permet de le localiser. Et au moment où le deuxième secouriste pratique de la ventilation, c'est-à-dire au moment où vous faites une pause des massages, si vous percevez un pouls fémoral, c'est que le pouls est réapparu. Il faut bien sûr surveiller l'expansion thoracique pour voir si votre ventilation est efficace. Si le patient représente des signes de vie, se met à bouger, à ouvrir les yeux. Et si, notamment, vous utilisez les moniteurs, si vous avez par exemple un patient pour lequel vous avez mis en place un moniteur électrique et que par exemple l'arrêt cardiaque survient une fois que l'activité ECG est réapparue, vous pouvez vérifier effectivement l'activité électrique. Toutefois, il y a une alerte importante. Il ne faut pas se fier à l'activité électrique cardiaque sur un électrocardiogramme pour arrêter une réanimation cardiopulmonaire, parce que vous pouvez très bien vous trouver dans une situation de ce qu'on appelle une activité électrique sans pouls, c'est-à-dire que le cœur encore a une activité électrique, mais n'a plus la puissance musculaire suffisante pour propulser du sang, et cela veut dire que vous êtes quand même en arrêt cardiaque et que malgré que l'on ait une activité électrique, il faut reprendre une activité, il faut en tout cas maintenir le massage cardiaque. Toutefois, c'est intéressant, chez un patient que vous défibrillez, si vous savez qu'il a une fibrillation et que vous voyez que la fibrillation a été transformée sur votre CG en un rythme qui est plus, un rythme qui est plutôt en accord avec les rythmes électriques que vous connaissez et qui sont classiques chez un sujet qui n'a pas de trouble du rythme, eh bien ça peut être un signe bien sûr de reprise de l'activité cardiaque, d'où à ce moment-là la nécessité de rechercher le pouls pour voir si l'activité cardiaque mécanique a réapparu. Si le patient reprend une activité cardiaque, il vous faut naturellement surveiller très étroitement, pratiquement en permanence, le pouls carotidien et fémoral. Bien sûr, la ventilation de la victime, si elle n'est pas suffisante, il faut la pratiquer. Si elle est suffisante, il faut mettre un masque à inhalation et adapter votre apport d'oxygène. Et si vous utilisez les monitorings, bien sûr, placez votre activité et votre moniteur en mettant vos électrodes sur la poitrine de la victime pour monitorer votre activité, votre patient et notamment son activité électrique cardiaque. Toutefois, tant que vous êtes en période de réanimation, tant que vous faites de la réanimation, ne perdez pas du temps en tout cas à placer des électrodes pour réaliser un ECG. Vous le réaliserez plus tard une fois que l'activité cardiaque aura redémarré et bien souvent vous serez en présence d'ailleurs d'une équipe médicale. Quelques cas particuliers avant de terminer. N'oubliez pas, dans la grossesse, il est courant de dire qu'il faut refouler l'utérus vers la gauche en même temps qu'on pratique un massage cardiaque pour faciliter la circulation. Vous savez très bien que une femme qui présente un malaise, il vaut mieux l'installer sur son côté gauche, ou en tout cas sur le côté, mais particulièrement sur son côté gauche, et que sur une absence d'activité cardiaque, lorsqu'on pratique un massage cardiaque externe, notamment chez la femme enceinte, on préconise bien sûr de repousser l'utérus vers la gauche pour faciliter le retour veineux. Vous pouvez être aussi en situation d'utiliser ou de participer à une réanimation cardiopulmonaire lorsque l'on utilise des dispositifs automatiques de massage cardiaque externe,
qu'on appelle souvent des planches à masser, qui sont soit sous la forme de pistons, soit sous la forme de ceintures, qui vont se comprimer à la fréquence classique de 30 de 30 compressions et qui vont vous laisser la possibilité d'effectuer 2 insufflations. Vous pouvez participer notamment à leur mise en place. Là aussi, ça nécessite de l'entraînement. En tout cas, si vous travaillez avec des équipes médicales et que vous utilisez des dispositifs automatiques de massage cardiaque externe, entraînez-vous à réaliser la mise en place de ces appareils pour interrompre le moins possible la durée du massage cardiaque. Les indications, ce sont les massages cardiaques externes qui sont longs, notamment chez les victimes hypothermes, pour diminuer la fatigue des sauveteurs, pour transporter des patients sous massage cardiaque externe, ou lorsque vous êtes dans des espaces qui sont particulièrement étroits, notamment à bord des embarcations, où c'est vrai qu'on trouve très intéressant l'utilisation des planches à masser, parce que ça facilite bien sûr la réalisation du massage cardiaque. L'efficacité d'un massage cardiaque réalisé par une planche à masser ou par un sauveteur, elle est la même. Je vous rappelle que lorsque le patient est porteur d'un stimulateur cardiaque que vous pouvez voir, il vous faut déplacer l'électrode qui est située sous la clavicule. Bon, vous le savez parce que ça c'est déjà écrit dans nos guides. Ce qui est un peu plus inhabituel, c'est qu'on a des patients qui portent des défibrillateurs qui sont implantables. Ce sont des boîtiers qui sont placés sous la peau avec une sonde qui est à l'intérieur du cœur, qui enregistre l'activité électrique, et si elle se trouve en présence d'un appareil d'un trouble du rythme, à ce moment-là, le défibrillateur va lancer une défibrillation, alors avec une intensité qui est quand même beaucoup moindre que celle que vous utilisez avec vos défibrillateurs externes, parce que la défibrillation, elle est intracardiaque, là, donc elle est moins importante. Alors, soit la victime est consciente. La victime consciente, tout d'un coup, va présenter une fibrillation ventriculaire, eh bien son défibrillateur va choquer. La victime, elle va percevoir le choc, c'est assez désagréable d'ailleurs, et si le choc est transformé, et si le trouble du rythme repart sur un trouble normal, eh bien la victime, des fois, ne perd absolument pas conscience. Et parfois, elle peut avoir plusieurs chocs internes pour défibriller son trouble du rythme. Ce que l'on vous demande, bien sûr, tant que vous avez une défibrillation faite par son défibrillateur interne, c'est de ne pas la toucher. En tout cas, si vous la touchez, le risque, c'est que vous pouvez percevoir le choc électrique. Si vous portez des gants, vous ne le percevrez pas. Mais ne vous inquiétez pas, l'intensité des chocs étant relativement faible, vous le percevrez, mais ce n'est absolument pas dangereux. Si la victime est en arrêt cardiaque, c'est-à-dire que si le défibrillateur continue à choquer, mais n'arrive pas à transformer le trouble du rythme, à ce moment-là, eh bien, il vous faut réaliser une défibrillation, une réanimation cardio-pulmonaire standard, comme vous avez l'habitude de la faire. La seule chose, effectivement, porter des gants, parce que si le défibrillateur continue à choquer, le défibrillateur interne, vous pouvez effectivement percevoir le choc. Je vous dis, ce n'a aucun danger, parce que les chocs sont de faible intensité. Des personnes peuvent être porteurs de ce qu'on appelle des gilets de défibrillateur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont porteurs de gilets de défibrillateur. Il y a un seul gilet actuellement qui est commercialisé en France, qui est commercialisé par la société Zoll, que j'ai d'ailleurs invité ce soir à cette réunion. Si vous avez des questions à leur poser, on pourra leur laisser la parole tout à l'heure. Et je les remercie en tout cas d'être présents et de nous avoir aidés notamment à constituer cette diapositive. Ce sont des gilets qui sont portés par des patients à même la peau nue. Et ce sont des patients qui, bien sûr, sont des patients à risque de fibrillation ventriculaire, que l'on peut mettre en place, par exemple, avant de mettre en place un défibrillateur implantable ou pour d'autres raisons, notamment chez des patients qui peuvent être des patients candidats à la transplantation cardiaque. Le gilet, lorsqu'il perçoit un trouble du rythme choquable, va prévenir le patient. Et le patient, s'il est conscient et s'il va bien, peut très bien empêcher le choc. Par contre, si le patient perd connaissance parce qu'il a ce trouble du rythme, eh bien, le gilet va, d'une part, mettre sur les électrodes de défibrillation un gel pour avoir un bon contact avec la peau, et va ensuite délivrer un choc électrique, qui est un choc électrique externe. Donc, si vous avez à transporter des patients qui ont été choqués avec ces gilets de façon efficace, il faut bien sûr transporter les patients avec ce gilet, et surtout de ne pas oublier d'emporter avec vous, si c'est possible, hein, si vous êtes à proximité, le chargeur,
parce qu'il va permettre ensuite d'être analysé par le service receveur. Autre cas particulier, ce sont les patients qui présentent des intoxications aux opioïdes opiacés. Tout simplement pour vous dire, je ne vais pas vous rappeler la conduite à tenir lorsque le patient présente une intoxication aux opioïdes opiacés. S'il est en possession ou si vous avez avec vous de l'analoxone, c'est un antidote. Il vous faut l'utiliser déjà chez toute victime qui présente une perte de connaissance avec une diminution de sa respiration qui est inférieure à 12 par minute. Cela consiste à pulvériser, grâce justement à ces dispositifs nasaux, une pulvérisation à l'intérieur de la narine. Et si le patient est en arrêt cardiaque, eh bien, dès que vous le pouvez, il faut qu'il y ait un secouriste qui, si vous avez en tout cas ce dispositif, propulse de l'analoxone dans la narine, en même temps que vous faites la réanimation cardio-pulmonaire. En même temps que, par exemple, vous allez faire les compressions thoraciques, pendant les 30 compressions, on va en profiter, si on le peut, et si on a les moyens, bien sûr, à disposition, on va en profiter pour délivrer votre dose de naloxone. Il se peut que vous ayez ou que vous arriviez sur des patients pour lesquels on utilise un défibrillateur, grand public. Donc, ce que l'on vous propose, c'est bien sûr, quand vous arrivez, de confirmer l'arrêt cardiaque, de relayer les sauveteurs si c'est nécessaire, bien sûr, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, et ensuite de poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire avec votre défibrillateur grand public. Deuxièmement, il se peut, ça peut se voir de plus en plus, c'est que comme on retrouve bien sûr des patients qui sont de plus en plus massés très précocement, eh bien, quand vous arrivez, eh bien, vous avez encore des mouvements respiratoires du patient alors qu'il est sous massage cardiaque. C'est normal parce que le massage cardiaque continue à vasculariser les centres respiratoires et de fait, les centres respiratoires ne souffrent pas trop d'un manque d'oxygène et continuent à envoyer des influx nerveux sur les muscles respiratoires pour continuer la ventilation. Attention, ne vous faites pas avoir. Le patient est malgré tout en arrêt cardiaque et il faut quand même poursuivre la réanimation. Confirmer l'arrêt cardiaque, essayez effectivement dans ces cas-là de rechercher le pouls puisque le patient y est sous massage cardiaque et que l'on pratique de la défibrillation à l'aide du défibrillateur grand public. Mais vous pouvez très bien rencontrer effectivement des patients qui ont des mouvements ventilatoires alors qu'ils sont massés, parce qu'ils ont été massés très précocement. C'est d'ailleurs un très bon signe de vascularisation, en tout cas du cerveau. Si vous avez un DAE grand public, il faut que vous ayez avec vous, mais il faut que vous vous renseigniez en tout cas auprès des équipes qui vont venir en renfort ou auprès des équipes avec lesquelles vous travaillez. Il y a souvent des protocoles de récupération des défibrillateurs grand public pour qu'on puisse récupérer l'enregistrement de ces défibrillateurs parce qu'il est absolument actuellement indispensable, notamment pour la prise en charge des patients après à l'hôpital. Lorsque vous pratiquez de la réanimation cardio-pulmonaire, il est assez fréquent d'avoir de la famille ou des témoins. Vous avez d'abord des témoins qui peuvent avoir pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire avant votre arrivée, voire de la défibrillation, comme je viens de vous le dire. Il faut être bienveillant à leur égard. Il faut faire preuve d'empathie. Il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui étaient témoins et qui ont fait toutes les actions qui, pour eux, étaient possibles pour lutter contre cet arrêt cardiaque. Il faut leur préciser que leur action, bien sûr, elle a contribué au bon déroulement de l'intervention, même si malheureusement le patient ne récupère pas et sera ensuite déclaré décédé. Malgré tout, il faut les conforter dans l'action qu'ils ont entreprise, qu'elle était nécessaire et qu'elle a été correctement menée, et en tout cas qu'elle a contribué au bon déroulement de l'intervention et à ce qu'il fallait faire. Et il faut bien sûr les remercier. N'oubliez pas que des effets secondaires, notamment psychologiques, peuvent apparaître, et profitez-en aussi pour leur indiquer que si jamais ils avaient des soucis ou des effets secondaires qui peuvent apparaître quelques jours après leur participation, ils peuvent toujours se retourner à la fois en parler avec leur famille, mais aussi avec des professionnels de la santé ou des professionnels de la santé mentale.
Deuxième situation que vous pouvez rencontrer, c'est la présence de la famille lorsque vous réalisez une réanimation cardio-pulmonaire. Les membres de la famille peuvent parfois vous demander d'être présents. Il faut qu'ils aient la possibilité d'être présents lors de la réanimation cardio-pulmonaire. C'est ce que l'on préconise actuellement. C'est plus facile en tout cas pour les membres ensuite de la famille de pratiquer ce qu'on appelle leur phase de deuil. L'équipe de premier secours donc doit être bien sûr aussi entraînée sur la manière de les gérer. Ce sont des situations qui sont stressantes, ce sont des situations où vous avez des familles qui sont en détresse, elles ont des réactions face à des situations qui sont très émotionnelles, parce que c'est des membres de la famille, mais aussi parce que vous êtes des sauveteurs qui intervenez, et ça nécessite quand même un entraînement, mais pensez à la famille qui est autour, et ne pas hésiter notamment pour les responsables de l'intervention, de faire intervenir d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans la réanimation cardio-pulmonaire pour ensuite apporter une aide psychologique à la famille. Vous êtes formés pour ça et il faut penser à ce que, il faut penser en tout cas aux effets importants secondaires liés à la famille qui malheureusement sera mis face à la mort et au décès d'un des leurs. Donc, n'oubliez pas de prendre en charge effectivement la famille dans ces cas-là. En ce qui concerne les facteurs favorisant une bonne récupération, et j'en terminerai par là, c'est la présence des témoins, la réanimation cardio-pulmonaire précoce. Je vous ai dit que la fibrillation ventriculaire, lorsqu'elle est réduite, est un signe, est toujours de bon pronostic. La défibrillation rapide, les durées courtes de réanimation avec des périodes de no-flow et de low-flow qui sont les plus courtes possibles, sont les plus intéressantes. La survie, je vous l'ai dit, elle est de 5 à 20%. Avec une sortie sans séquelles de 2 à 10% en fonction de la nature des études. Et le rythme initial qui récupère le mieux, ça reste quand même la fibrillation ventriculaire et les troubles du rythme. Et que malheureusement, c'est souvent le rythme le plus fréquent que l'on rencontre chez l'adulte, mais pas forcément dans les autres situations. Et que c'est aussi elle que l'on rencontre le plus souvent dans les arrêts cardio-respiratoires chez l'adulte en présence de témoins. Parce que s'il n'y a pas de témoins, eh bien lorsqu'on découvrira la victime, malheureusement, la fibrillation ventriculaire sera transformée en asystolie et donc il n'y aura plus grand-chose à faire. En conclusion, vous devez connaître parfaitement les signes annonciateurs de l'arrêt cardiaque et vous devez les surveiller étroitement pour être prêt à intervenir face à un arrêt cardiaque. Il faut débuter un arrêt cardiaque devant toute victime qui a perdu connaissance, qui ne respire plus ou qui présente une ventilation agonique. La RCP et la défibrillation précoce conditionnent la survie de la victime. C'est ce qui permet d'obtenir les plus grands pourcentages de survie. C'est la RCP précoce, le massage cardiaque et la défibrillation. Et aussi un élément important, c'est l'entraînement en équipe. Si vous voulez agir rapidement, faire de la réanimation très précocement, défibriller, répondre à l'algorithme que je vous ai donné, il faut vous entraîner. L'entraînement est essentiel. Je parle d'entraînement, je ne parle pas de formation. Il y a une différence entre la formation initiale, formation continue qui est très réglementée, et l'entraînement qui est une activité opérationnelle sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou de votre chef d'intervention. Quand vous avez constitué vos équipes avant d'aller en poste de secours, dans votre unité locale ou dans votre unité, j'allais dire, avec l'équipe avec laquelle vous allez intervenir, entraînez-vous. Expérimentez. Et quand vous êtes face à un arrêt cardiaque, déroulez tout votre protocole pour lequel vous êtes entraîné. Et quand vous êtes de retour à votre unité locale où vous devez réaliser ce qu'on appelle un débriefing. Alors, il y a le débriefing psychologique, mais je ne vais pas parler de celui-là parce que on en parle souvent chez nous et il est important, mais aussi le débriefing technique. Il faut faire un retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment pourrait-on faire la fois prochaine pour que cela fonctionne mieux? Et pour cela, comment je vais encore m'entraîner pour que la fois d'après, lorsque je serai face à un arrêt cardiaque, on réagisse en équipe le plus rapidement possible pour donner le maximum de chances de survie à notre victime. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Daniel. Du coup, on a plusieurs questions. On a essayé de les regrouper en thèmes. On va commencer par le thème de la défibrillation. Globalement, là où on a le plus d'interrogations. Déjà, quelle est la place de la double défibrillation dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque?
Alors, la double défibrillation, il y a un article qui est sorti sur le New England actuellement. Il y a plusieurs articles qui préconisent de réaliser une double défibrillation chez des patients qui présentent des fibrillations ventriculaires dites réfractaires. Je vous l'ai dit, ce sont des fibrillations ventriculaires qui ne sont pas réduites par 3 chocs. Au bout de 3 chocs, ce que vont faire les équipes médicales, c'est parfois de traiter dans un premier temps, je vous l'ai dit, c'est de déplacer les électrodes et de mettre une électrode en antéro-postérieur. Et puis on n'a qu'un seul défibrillateur, c'est ce qu'on va faire. On va défibriller avec une électrode en antéro-postérieur. Sinon, on va utiliser vos électrodes qui ont été placées en antéro-latéral, plus un deuxième défibrillateur qui est mis en antéro-postérieur. Et l'on va réaliser une double défibrillation, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le premier et immédiatement après sur le deuxième défibrillation, et le malade va recevoir 2 chocs successifs, très rapprochés, à quelques secondes. Et on a montré, enfin, les premières études qui ont été faites sont très intéressantes parce qu'elles montrent un pourcentage de réduction du trouble de rythme plus important qu'une simple défibrillation. Mais cela, pour l'instant, l'indication, ce sont les fibrillations qui sont réfractaires, et c'est avec une équipe médicale que vous pouvez réaliser, naturellement, puisque il faut 2 défibrillateurs manuels en plus, parce que vous ne pouvez pas utiliser un défibrillateur automatique, ou alors, si vous avez des moniteurs et vous utilisez des défibrillateurs qui sont dans votre moniteur, bien souvent, parfois, si vous avez la bonne option, vous pouvez les transformer en un défibrillateur manuel. Tu parles de ces fameux 3 chocs consécutifs, hein, qui ont pas donné d'efficacité. Le changement de position des électrodes, c'est bien un acte médical, ou moi, en tant que secouriste, je peux changer de place les électrodes et les placer en antéro-postérieur? En tant qu'équipier secouriste, la seule chose qu'on vous demande, c'est de les mettre dans la position qu'on vous a indiquée, puis de faire votre réanimation cardio-pulmonaire en 32. Ça, c'est la recommandation. Mais par contre, ne vous offusquez pas si on vous demande, dans la réanimation qui peut être longue, et ensuite avec des équipes médicales, si on vous demande de les déplacer. Voire même, pourquoi pas, par téléphone. Mais en tout cas, ne vous offusquez pas pour ça. Et c'est toujours après 3 défibrillation inefficace alors que le patient est sous fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire présente un rythme choquable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait posé le diagnostic de fibrillation ventriculaire qui est récidivante, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réduire après 3 défibrillations. Merci. Concernant les défibrillateurs, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des améliorations qui sont encore possibles auprès des fabricants pour raccourcir les invites vocales? Il y a beaucoup de réflexions sur les défibrillateurs. Les défibrillateurs grand public, on a beaucoup de difficultés qui sont liées effectivement aux problèmes de langue, aux écritures que l'on ne voit plus beaucoup après avec le temps. Certains défibrillateurs, il n'y a plus d'écriture, mais c'est juste uniquement la langue. Si on n'a pas la bonne langue, on est embêté. Si vous utilisez un défibrillateur qui utilise les mêmes invites vocales que celles du grand public, dont notamment lorsque vous avez réalisé votre choc, on débute immédiatement un massage cardiaque, et là le défibrillateur va parfois vous dire de vérifier si votre patient présente un arrêt cardiaque, ce qui va vous retarder votre massage. C'est pour ça qu'on vous dit, après une défibrillation, vous reprenez immédiatement le massage cardiaque externe, quoi que dise le défibrillateur. Donc ça, on y réfléchit dessus, et on réfléchit aussi beaucoup, parce que ça c'est un gros problème, c'est la récupération des données qui sont à l'intérieur des appareils. Beaucoup d'appareils ont des logiciels propriétaires, d'autres appareils où on est obligé d'ailleurs même parfois d'envoyer carrément l'appareil au fabricant pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a actuellement beaucoup de travaux qui sont faits. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travaux uniformes sur tous les défibrillateurs en même temps. Pour avoir la même chose sur tous les défibrillateurs en même temps, il faut qu'il y ait une réglementation. Pour l'instant, on est en train de réfléchir si on ne va pas modifier un petit peu la réglementation pour que les défibrillateurs soient plus performants, en tout cas, entre nous-mêmes. Merci. Tu nous as dit que 80% des arrêts cardiaques survenaient à domicile. On voit que de plus en plus, il y a des défibrillateurs grand public, mais aussi des défibrillateurs qui sont à l'achat individuel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des retours sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque à domicile? Oui, oui, et c'est ce que je vous ai dit, je crois que c'est en Norvège. C'est une étude qui a été publiée à Barcelone au dernier congrès de l'ERC, où ils ont fait un focus énorme sur la formation du grand public au massage cardiaque, l'alerte précoce
et sur la mise en place de défibrillateurs et le développement des citoyens sauveteurs. Donc carrément, il n'y a pratiquement pas un immeuble où vous n'avez pas un citoyen sauveteur et qui est un défibrillateur à proximité. Et ils sont montés à plus de 50% de récupération, 50% de survie. Ça montre qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. J'allais dire les efforts, c'est vraiment c'est dans la politique communautaire, hein, sur la lutte contre l'arrêt cardiaque qu'il faut faire. Et c'est vrai que en Hollande, en Norvège, ils étaient partis sur le fait qu'on met beaucoup d'argent sur ce qui nous coûte le plus, c'est le traitement hospitalier de réanimation de la victime qui a présenté un arrêt cardiaque et qui est réanimé. Ça coûte excessivement cher. Mais là où on engage le moins d'argent, c'est sur la récupération immédiate et la formation des personnes, la mise en place de défibrillateurs à disposition de tout le monde, etc. Et on montre que si on met plus d'argent là, on arrive à inverser la courbe. C'est ce qu'ils ont montré avec leur étude. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et vous savez que les applications aussi qui permettent d'envoyer un sauveteur pour aller chercher un défibrillateur ou pour aller aider quelqu'un à débuter un défibrillateur, pour réaliser un massage cardiaque, ce sont là aussi des moyens qui ont pour but de réaliser plus précocement des réanimations cardio-pulmonaires et des défibrillations de qualité pour qu'on récupère le plus possible des patients. Donc tout cela va dans ce sens-là, mais ça nécessite encore beaucoup d'actions. On y réfléchit notamment au niveau de la feuille de route secourisme à la Croix-Rouge, de comment, pour que le secouriste ne soit pas seulement un secouriste en équipe à la Croix-Rouge, mais que lorsqu'il est chez lui, lorsqu'il est dans la rue, lorsqu'il va faire ses courses, ça reste quand même un secouriste Croix-Rouge qui peut intervenir sur un arrêt cardiaque et peut-être lui donner des moyens de mieux intervenir et de mieux prendre en charge l'arrêt cardiaque. En tout cas, c'est une des réflexions qu'on a à la Croix-Rouge actuellement. D'accord. Pour revenir sur le positionnement des électrodes, notamment celles qui sont en antéro-postérieur, est-ce que il y a une électrode préférée à mettre plutôt devant ou plutôt derrière ou peu importe? Non, 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 pas que je sache, même s'il y a une inversion, c'est pas bien grave. Même quand on inverse les électrodes, c'est pas bien grave. D'accord. Pour le nourrisson, on parle de la pose également du défibrillateur. Le choc, qu'en est-il? Il y a un choc qui pourrait être délivré même pour un nourrisson? Oui, ce qu'on préconise effectivement chez le nourrisson, c'est d'utiliser des défibrillateurs enfants. Mais en tout cas, dans l'arrêt cardiaque chez le nourrisson, il faut placer un défibrillateur. Alors, en matière de retour scientifique, on n'a pas des grandes études parce que malgré tout, les arrêts cardiaques avec défibrillateurs, il n'y a pas beaucoup d'études qui arrivent à être faites dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on sait en tout cas que chez certains nourrissons en particulier qui ont des cardiopathies ou qui sont découvertes parfois à cette occasion-là, ils peuvent présenter des arrêts cardiaques par trouble du rythme. Et donc, il faut les défibriller. Bon, si le défibrillateur ne défibrille pas, il faut poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire classique de base. D'accord, on va passer plutôt sur le thème des compressions thoraciques. Est-ce qu'on a une évaluation de l'efficacité entre le débit cardiaque normal et le débit cardiaque d'une personne qui subirait une réanimation cardio-pulmonaire? Et alors, ça, ce sont des études physiologiques qui sont faites en laboratoire. Et on évalue à peu près massage cardiaque externe bien fait. Le débit cardiaque dans la moitié supérieure du corps serait entre 15 et 25% du débit cardiaque normal. Et quelle est la place? Dont l'intérêt, c'est que ça continue à vasculariser le cerveau. C'est ce qu'on appelle le low flow, c'est-à-dire un flux faible. Il y a un flux, il est faible parce que le massage cardiaque ne donne pas un flux qui est identique à celui de la compression myocardique. Il y a un flux, mais il maintient quand même une certaine apport d'oxygène au cerveau et particulièrement notamment au centre respiratoire, ce qui est montré par la présence toujours de la respiration et une diminution du risque de séquelles ou un retard de l'apparition des séquelles cérébrales. Certaines équipes secouristes utilisent pour réaliser les compressions thoraciques la cardiopompe. Quelle est l'efficacité? Pourquoi c'est pas généralisé? Alors, la cardiopompe, c'est un outil, quand il est apparu, on pensait que ça allait être un outil intéressant parce que les études expérimentales qui avaient été faites, notamment chez l'animal, mettaient en évidence avec l'utilisation de la cardiopompe une augmentation du débit cardiaque. Il s'avère que
même si certaines études ont montré une efficacité, globalement, les études qui ont été réalisées avec la cardiopompe n'ont pas permis, j'allais dire, de montrer que l'usage de la cardiopompe augmentait réellement le taux de survie des patients et une meilleure récupération. Des études ont été faites en jumelant la cardiopompe avec une valve que l'on plaçait entre le masque et l'insufflateur ou entre l'insufflateur et la sonde d'intubation, ce qu'on appelle les valves d'impédance. Malgré tout, ce sont des études qui restent limitées et les groupes qui travaillent sur la réanimation cardiopulmonaire, notamment à l'ICOR, n'ont pas de preuves scientifiques suffisantes pour recommander à tout le monde l'usage de la cardiopompe. Je sais qu'elle est utilisée par certaines équipes, je sais qu'elle est utilisée notamment par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais lorsqu'elle est utilisée, il faut qu'elle soit bien utilisée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une phase de compression et une phase de décompression, et ce qu'elle augmente de beaucoup aussi la fatigabilité des équipes, particulièrement par cette décompression. Et là, par contre, cela nécessite un entraînement régulier et rigoureux de l'utilisation de ces cardiopompes pour que l'on ait une efficacité, semble-t-il, peut-être un peu supérieure, mais je ne vous l'affirme pas. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas retenu au niveau international. Très bien. Concernant l'enfant, la prise en charge de la RCP chez l'enfant et chez le nourrisson, pour quelle raison faut-il commencer par ces 5 insufflations? Et on sait que la réalisation des insufflations, elle est longue à arriver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Tout simplement parce que la cause de l'arrêt cardiaque chez l'enfant, il est hypoxique. Donc, ce que l'on veut, c'est amener de l'air et donc de l'oxygène pour ensuite réaliser un massage cardiaque et faire tourner le sang chargé en oxygène. Alors que chez l'adulte, la cause, c'est l'arrêt du cœur. Donc, il n'y a pas de dette en oxygène dans l'arrêt cardiaque chez l'adulte par trouble du rythme, par exemple. Ce qui n'est pas le cas chez l'enfant. C'est pour ça qu'il faut amener de l'oxygène. Et l'oxygène, il est dans l'air. Il faut donc rétablir la respiration. Donc, vous allez effectuer ces 5 insufflations et toujours pareil, il ne faut pas essayer de faire 5 insufflations efficaces. Pour réaliser vos 5 insufflations, vous essayez qu'elles soient le plus efficaces possible. Au bout de 5 insufflations, vous débutez le massage cardiaque. Et je vous dis bien, c'est parce que dans la grande majorité des cas, la cause initiale est hypoxique. C'est pour ça qu'on réalise d'abord ces 5 insufflations. On le voit en particulier dans la noyade, c'est pareil. La noyade, la cause de l'arrêt cardiaque est hypoxique, donc on va pratiquer les 5 insufflations. Maintenant, si c'était un arrêt cardiaque par trouble du rythme chez l'enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez un enfant qui s'effondre brutalement sur un terrain de sport et quand vous arrivez, il est en arrêt cardiaque, vous avez de fortes chances que ce soit un trouble du rythme. Donc là, à la rigueur, vous commenceriez par le massage cardiaque, ça ne serait pas bien grave. Mais comme on fonctionne en fréquence statistique et non pas en cause immédiate sur un individu parce que ça nécessite un diagnostic, c'est pour ça qu'on préconise de faire 5 insufflations chez l'enfant d'abord. Merci encore. Encore 2 questions. Quels sont les risques si on réalise une réanimation cardio-pulmonaire alors que la personne, par exemple, présente une respiration, mais finalement, quand on a cherché la présence, on avait un doute? Écoutez, là aussi, on a fait une évaluation des risques et des bénéfices du massage cardiaque externe. Et on a montré que quelques minutes de massage cardiaque externe, même chez une patiente qui n'était pas en arrêt cardiaque, n'entraînait pas des risques importants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande malgré tout, si vous pensez que la victime est en arrêt cardiaque, de débuter un massage cardiaque externe. Et enfin, la dernière question. Il y a quelques années, on parlait du GASP. Aujourd'hui, on parle d'une ventilation agonique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et puis combien de temps ça peut durer et si c'est facteur plutôt d'un bon pronostic ou pas? Alors, premièrement, le GASP et la respiration agonique, c'est la même chose. Le GASP, c'est un terme courant qu'on utilise comme ça. Le terme médical, c'est une respiration agonique, c'est-à-dire que c'est une respiration pré-mortem qui est liée à une diminution de la vascularisation des centres respiratoires et qui va entraîner cette fameuse ventilation lente avec des mouvements amples, des mouvements de la poitrine amples sans qu'il y ait de l'air qui rentre et sorte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la respiration agonique. Tant que la respiration agonique persiste, on peut penser qu'il y a un maintien d'un certain flux cérébral, mais
Je dirais que c'est plutôt la persistance de mouvements respiratoires et plutôt le signe d'un maintien d'un flux cérébral si la victime a été massée très rapidement. Et c'est ça qui est un facteur de bon pronostic. Je sais pas, il n'y a pas d'études sur la respiration agonique, la présence de gaz et le pronostic, il y a pas, on retrouve rien. L'important, c'est surtout le facteur essentiel, c'est la rapidité avec laquelle on a débuté le massage cardiaque et donc la limite du no-flow. Merci pour toutes ces précisions, cette présentation et puis la réponse à ces quelques questions qui reprennent globalement hein, Voilà, les interrogations qu'avaient les. ok, je vois juste une question là qui est posée sur le pourquoi le DSA est chez l'hypotherme, parce que dans les hypothermies, les patients se mettent en fibrillation, c'est-à-dire c'est naturel, et donc la défibrillation elle n'est pas efficace. Il faut d'abord réchauffer le patient avant de le défibriller, mais je crois que j'en avais parlé sur une des dernières visios, mais C'est Jean-Pierre qui en avait parlé lors de sa présentation sur ouais, je crois qu'on en avait parlé. les pathologies liées au froid. Une chose que je vous rappelle, il y a parfois dans la façon de mener une réanimation cardio-pulmonaire en équipe quelques différences. Pour moi, c'est pas grave, c'est pas dramatique. L'important, c'est que vous soyez entraînés et que vous fassiez tous en même temps la même chose, parce que ça va accélérer la rapidité avec laquelle on va réaliser les gestes efficaces, et ça augmente la survie. Entraînez-vous et faites du retour d'expérience. On peut faire des erreurs, on fait tous des erreurs, c'est pas grave. L'important, il faut analyser les erreurs, pourquoi on les a faites, qu'est-ce qui a contribué à réaliser cette erreur pour mettre en place des contre-mesures qui permettront d'éviter que ça se renouvelle. Et donc, on va améliorer notre façon de travailler. Entraînez-vous. L'entraînement, c'est une activité opérationnelle sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Et faites des retours d'expérience aussi avec vos chefs d'équipe. Merci beaucoup, merci Julien, merci Daniel, merci à tout le monde d'avoir été présent. Visio qui a questionné puisque nous avons reçu au total 41 questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes, mais en tout cas, merci pour votre passion. On se retrouve le 29 février et cette fois, ce sera Julien qui présentera la classe virtuelle sur les traumatismes de membres. Voilà la première vraie classe virtuelle où Julien sera sous les feux des projecteurs pendant 1 heure. 29 février, en vidéo, pareil, sur Zoom, on vous envoie l'invitation dès ce soir. Le replay sera disponible sur YouTube dès demain. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir le 29 février. D'ici là, remplissez le questionnaire de satisfaction. Merci Daniel, toujours présent, fidèle au poste. Merci Julien, pareil, fidèle pour cette cinquième classe virtuelle. Merci Manori. Les questions ont été nombreuses, donc ça a été un grand marathon pour Julien et Manori. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci et bonne soirée. Et bonne année. Au revoir à tous.